Bienvenue dans l'Africa Newsroom, votre émission quotidienne de décryptage de l'actualité africaine en direct. Et en cette semaine spéciale à Guinée, notre dossier du jour sera consacré à la jeunesse, une jeunesse de plus en plus portée vers les e-métiers. Au programme également en Côte d'Ivoire, des tirs ont été entendus à Abidjan et Boaké dans la nuit de jeudi à vendredi. Les deux villes seraient le théâtre d'une nouvelle mutinerie. Et puis face aux menaces terroristes, le Mali, le Niger et le Tchad font front commun. Une convention de coopération judiciaire entre les trois États a été signée ce jeudi à Niamey. Avec nous sur ce plateau pour en parler, Monsieur Nabé Karamo, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes consultant en système d'information à Inoria. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Avec nous également Monsieur Oumar Ba, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes politologue, merci d'être avec nous sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. Sans oublier notre éditorialiste Djemal Taleb. Bonsoir Djemal. Bonsoir Graziella et bonsoir à ceux qui veulent bien nous regarder. Tout de suite, c'est l'info du jour. Nous présentons nos excuses pour les différentes situations malheureuses que nous avons connues, a déclaré le sergent Fofana à la télévision nationale ivoirienne ce jeudi. Des excuses présentées au nom des 8400 soldats qui s'étaient mutinés dans les casernes début janvier 2017. Mais peu de temps après cette déclaration, des tirs ont à nouveau retenti. On fait le point tout de suite avec Deo Gracias Podo. On en parle juste après. Au nom des 8400, nous vous présentons toutes nos excuses en tant que père de la nation, chef suprême des armées. Quelques heures après l'annonce à la télévision nationale du renoncement des ex-mutins à toute revendication financière, de nouveaux coups de feu ont été entendus à Abidjan, à Boaké, comme dans plusieurs villes de la Côte d'Ivoire. En signe de protestation contre l'annonce faite la veille par le sergent Fofana, porte-parole des ex-mutins, plusieurs dizaines de soldats réunis devant le bataillon du génie à Boaké ont manifesté leur mécontentement. Très vite, la contestation a gagné d'autres villes telles que Mans, Guiglo et Odiéné. M. Soudé Guillaume avait effectivement eu des promesses de la part de leurs dirigeants, comme quoi, une fois que le docteur Alassane Ouattara sera au pouvoir, il allait avoir des perdièmes. Ce qui n'a pas été le cas. Moi, à mon humble avis, il n'aurait pas dû effectivement accéder aux déshydratats des militaires parce que c'était une boîte de Pandore qu'il venait d'ouvrir. Et il y a eu maintenant ceux qui ont été intégrés dans l'armée, ça veut dire les anciens FDS qui étaient pro-Babo, on va dire. Ils voient leurs collègues qui ont reçu les uns 5 millions, les autres 7 millions de francs CFA. Eux, ils n'ont rien. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a une division profonde, je dis bien une division profonde au sein de notre armée. Les multiples mouvements de protestation de l'ensemble des forces de sécurité ont mis à mal le climat socio-économique de la Côte d'Ivoire. Le pays reste durement touché par l'effondrement des cours du cacao, son premier produit d'exportation, et les solutions financières pour apaiser la tension sociale ont eu des conséquences sur l'économie. Mais malgré ces difficultés budgétaires, les autorités ont promis une amélioration des conditions de vie et de travail des fonctionnaires, en particulier des militaires. J'ai donné des instructions très fermes au gouvernement pour accélérer la mise en œuvre des mesures d'amélioration des conditions de vie et de travail de nos militaires. Je voudrais que vous soyez assurés que je veillerai moi-même particulièrement en tant que chef suprême des armées, mais également en tant que ministre de la Défense, à la bonne exécution de toutes ces mesures. Depuis début janvier, la Côte d'Ivoire est secouée par une mutinerie de différentes branches de l'armée. Une situation qui paralyse à chaque fois les grandes villes comme Abidjan ou encore Boaké. Monsieur Ba, lors de la précédente mutinerie, beaucoup avaient critiqué l'accord avec le gouvernement, déclarant qu'il s'agissait d'un aveu de faiblesse et redoutant le fait que désormais, pour se faire entendre, il faut tirer en l'air. Et là, le scénario se reproduit. Oui, je pense que c'est une situation assez kafkaïenne dans laquelle se situe aujourd'hui la Côte d'Ivoire. La réconciliation n'a pas eu lieu, ou elle tarde à l'être de manière constructive. Et d'autre part, les mutins sont en train de montrer que la voie de l'État n'a pas suffisamment été suivie des faits. Et donc, il faut faire attention lorsqu'on gouverne. Il faudrait qu'il y ait une cohérence de mon point de vue et une pertinence de la parole publique. Quand vous prenez des engagements, vous dites que, par exemple, vous allez faire ceci, il faut le faire. Si vous ne le faites pas, si les gens sont armés, ils peuvent être tentés par ces mécanismes de réaction
qui ne sont pas professionnels, mais qui aujourd'hui peuvent mettre à mal la stabilité du régime du président actuel. Alors, Djemal, ces nouvelles mutineries ont éclaté après les excuses publiques du porte-parole des mutins. Mais là, on se rend compte finalement avec cette situation que cette armée ivoirienne est profondément divisée. C'est malheureusement un engrenage, j'ai envie de dire encore une fois. On a pensé que la dernière fois c'était la dernière, ce n'est pas toujours la dernière. On a pensé que celle d'avant était la dernière, elle ne l'est pas. En février, on en a eu encore. On a mis malheureusement le doigt dans un engrenage depuis maintenant une dizaine d'années qui a dépassé la Côte d'Ivoire. Et quand vous mettez une partie de la population, vous la militarisez à ce niveau-là, vous ne contrôlez plus une situation quelques années plus tard, dès lors qu'à la fin de la situation, vous ne mettez pas en place un mécanisme sérieux de mobilisation, de réinsertion et surtout de désarmement. Tout ça n'a pas été fait. Et puis, si ajouter à tout ça la paix politique n'a pas eu lieu et que la réconciliation, monsieur, vous avez raison, n'a pas été faite, vous avez le résultat que vous avez aujourd'hui. C'est très compliqué de dire à des militaires, nous allons payer une partie mais pas une autre. Nous allons donner beaucoup à certains et très peu, sinon rien à d'autres. Et tout cela, vous le donnez forcément un sentiment de frustration et puis un peu d'injustice. Et hélas, pour la Côte d'Ivoire, tout ça arrive dans un pays qui connaît une crise économique majeure, une chute spectaculaire des prix du cacao, et donc l'État n'a plus la capacité ni la marge financière nécessaire pour payer tout le monde. Déjà, justement, Djemal, comment est-ce que ce gouvernement ivoirien peut gérer cette nouvelle crise? Alors, c'est toute la question. Beaucoup me disent que la capacité d'engagement de l'État pour 2017 est terminée. C'est-à-dire que la marge de manœuvre pour gérer tout à fait autre chose n'est même plus possible. Et donc, il va falloir trouver les moyens. Alors, j'ai bien vu que le Côte d'Ivoire a mis en place des eurobonds autour d'1 milliard, qu'elle a passé des emprunts assez importants ces derniers temps. Enfin, c'est quand même triste si tout ça va aller vers la solde des militaires et qu'à la Côte d'Ivoire, les autres Ivoiriens attendent situation. Je pense que c'est même pas un problème, de mon point de vue, ni financier ni économique. C'est un problème politique. C'est un problème tout simplement de gouvernance et de gestion générale depuis la crise de 2011. Au-delà, mais en tout cas depuis la crise de 2011, on n'a pas pris les choses en main, on n'a pas pris ça de façon la plus sérieuse pour mettre en place un vrai mécanisme de réconciliation et de désarmement. Si on ne règle pas les problèmes politiques par la situation politique et qu'on se contente de faire du saupoudrage économique, parfois financier, parfois en payant tel ou tel militaire, on ne résoudra pas le problème dans sa globalité. Aujourd'hui, c'est l'armée du Nord, hier c'était une autre, avant-hier c'était la gendarmerie, demain ce sera autre chose, il y a 40 000 militaires dans ce pays, vous allez saupoudrer chacun. D'abord, l'État n'a pas les moyens. Deuxièmement, ce n'est pas une solution, ce sont des petites brèches que vous allez colmater à chaque fois, mais si vous ne réglez pas le problème dans sa globalité, il n'y arrivera pas. Pour régler le problème dans sa globalité, il faut le régler de façon politique. Il faut regarder les choses en face, il faut regarder les crises qui n'ont pas fonctionné ces dernières années et apporter une solution globale, pas une situation un problème global. Merci Djemal. Dans l'actualité également, le Mali, le Niger et le Tchad ont décidé de conjuguer leurs efforts face aux menaces terroristes. Les 3 pays sahéliens ont signé une convention judiciaire ce 11 mai 2017 à Niamey. L'accord vise notamment à renforcer la sécurité et le contrôle aux frontières. Birama Saounera. Intensifier la sécurité et le contrôle aux frontières, voici l'une des priorités du Mali, du Niger et du Tchad. Les 3 États ont signé une convention judiciaire. Objectif, s'unir face à la menace terroriste et contre d'autres fléaux d'insécurité qui gangrènent cette partie du continent africain. L'accord prend en compte la coopération judiciaire tant en matière pénale que civile, sociale, commerciale ou administrative. Concrètement, aujourd'hui, nous savons aller plus vite et nous savons aller ensemble en partage pour prendre en charge une action judiciaire qui peut débuter au Mali et qui peut se poursuivre au Tchad et au Niger. En procédant à la signature de cette convention qualifiée d'historique, les 3 pays ont décidé de mettre leur justice en phase avec la réalité du terrain. L'accord porte également sur l'extradition, le transfert des poursuites et les enquêtes conjointes entre officiers et agents de police judiciaire de pays signataires. Pour moi, c'est une bonne chose. Maintenant, c'est l'applicabilité. Comment l'application, comment ça va se mettre en route de manière effective sur le terrain, parce qu'il y a eu beaucoup d'initiatives. On a vu dans le cas de cette liste, il faut essayer de concrétiser les choses sur le terrain pour que effectivement les populations sentent que véritablement il y a un effort qui est en train d'être mené par rapport à ce genre de lutte. Mais tant qu'on reste juste au niveau formel où on paraphe juste les documents et que de part et d'autre les gens ne font pas les efforts nécessaires pour que ça soit effectif, moi je dis ça ne sert à rien du tout. Les observateurs estiment que cette convention doit impliquer l'ensemble des pays confrontés à la menace terroriste, notamment le Cameroun, le Nigeria et le Burkina Faso. Et c'est là, avec comme seul objectif, éradiquer le fléau du terrorisme.
Une convention de coopération judiciaire pour lutter contre le terrorisme. Qu'est-ce que cela vous inspire, Monsieur Karamo? Oui, bonsoir. Donc, oui, effectivement, bon, le problème de terrorisme qui est aujourd'hui un fléau, pas qu'africain, qui est un fléau mondial, on a vu que ça a touché beaucoup l'Afrique aussi, notamment avec le Moujao, le mouvement pour l'unicité du djihad en Afrique de l'Ouest, et beaucoup d'autres organisations terroristes qui sont en train de s'aimer la terreur un peu partout en Afrique, comme ils le font d'ailleurs sur tous les autres continents. Je pense qu'aujourd'hui, bon, pour la signature de ces conventions-là, là, on a cité les 3 pays, le Tchad, le Mali, le Niger. Aujourd'hui, quand on regarde ces 3 pays, quel est le pays qui a vraiment une armée capable de lutter contre ce terrorisme? Au vu de ce que ces armées montrent aujourd'hui sur le terrain, on dira que c'est pratiquement que le Tchad. Les 2 autres pays ont des problèmes donc, avec leur armée, notamment le Mali qui a connu récemment une guerre civile et dont l'armée a été affaiblie par cette guerre. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, que ce problème de terrorisme, justement, relève des compétences de l'Union africaine aujourd'hui, qui doit essayer de mettre en place cette force en attente de l'Union africaine qui tarde à venir tout, parce qu'aujourd'hui, le Mali, le Niger, le Tchad, dans une moindre mesure, sont protégés par quoi? Par l'armée française qui est sur place, et donc qui est en train de repousser les terroristes à chaque fois qu'ils essayent d'avancer. Le jour où il n'y aura plus cette armée, qu'est-ce qui va se passer? Et donc, il faudrait vraiment que l'Union africaine accélère la mise en place de cette force, de cette force en attente pour pouvoir lutter contre le terrorisme et que l'Afrique puisse elle-même prendre en charge son destin. Et voilà. Alors, Djemal, pour revenir sur cette convention de coopération judiciaire qui vient d'être signée, qu'est-ce qu'elle prévoit? Qu'est-ce que cela va impliquer pour les différents pays signataires? Je vais répondre, mais je ne peux pas m'empêcher de faire un petit commentaire sur ce que monsieur a dit, que je ne partage pas forcément. Vous avez raison, incontestablement pour le Tchad, qui est une armée sérieuse, absolument vaillante et qui fait un bon travail. Mais vous avez tort pour le Niger. C'est un pays qui a une armée redoutable, qui fait du bon travail. Et le Mauritanien que je suis ne vous dira pas que nous avons 2300 km de frontière avec le Mali, il n'y a pas un combattant d'AQMI chez nous. C'est-à-dire qu'il y a des pays qui sont capables de le faire. En revanche, là où je vous suis, c'est que c'est un problème global et que si vous voulez le régler, vous le réglez globalement. Mais pour répondre à votre question, dans le sujet, ce qui a été dit là, encore une fois, je suis moins d'accord avec lui parce qu'une convention d'entraide judiciaire est importante. Elle est importante en termes de poursuite, elle est importante en termes d'extradition, en termes d'enquête et en termes donc de coopération judiciaire dans sa globalité. Vous pouvez difficilement arrêter le terrorisme d'un pays parce que les terroristes, eux, ne connaissent pas de frontières et vous dites aux magistrats de tel ou tel autre pays, vous allez vous arrêter là. Et donc, que ces pays-là aient une convention nécessaire d'entraide judiciaire donc pour ces domaines-là que je viens de citer, sans compter d'ailleurs le problème financier, me paraît être une bonne chose. Ce que je déplore en revanche, c'est qu'elle ne se fasse pas dans le cadre de l'G5 Sahel. C'est-à-dire que ces 3 pays-là, avec la Mauritanie et le Burkina Faso, ont créé les G5 Sahel, dont le siège d'ailleurs est à Nouakchott en Mauritanie. Et donc, qui est dirigé au demeurant par un homme d'une grande valeur, M. Najim, que je connais un peu. Et donc, je trouve regrettable que la convention ne se soit pas faite, même si le G5 Sahel n'a pas cette compétence-là, enfin rien n'interdit de la lui élargir. Au-delà justement du G5 Sahel, peut-être qu'on aurait pu l'élargir aussi au Cameroun et au Nigeria. Mais bien entendu, mais là vous êtes encore beaucoup plus loin. Et à ce moment-là, ce que dit monsieur sur l'Union africaine, je pense encore une fois que l'Union africaine n'a aucune compétence en matière militaire. En revanche, elle peut avoir une compétence dans le domaine donc d'une entraide judiciaire. Et à ce moment-là, vous n'êtes plus seulement dans une région. Les G5 Sahel veut dire quoi? Veut dire les 5 pays qui sont en ligne de front pour la sécurité dans la zone d'Israël. D'ailleurs, au demeurant, c'est un mur. Regardez la surface géographique. C'est le mur de protection. Et donc, cette digue-là, quand elle cède, aucun autre pays n'est épargné. D'ailleurs, pas davantage le Burkina Faso, le Cameroun et le Nigeria qui connaissent déjà des problèmes eux-mêmes. Mais il faudrait, de mon point de vue, avoir une convention d'entraide judiciaire importante dans ces pays-là pour plus tard, encore une fois, l'élargir à tous les autres pays qui en ont besoin. Cela dit, je pense, en global, que c'est une bonne chose. Alors, Monsieur Ba, pour que la mesure porte ses fruits, il faut que les officiers de police judiciaire aient les moyens, finalement, de leur politique, c'est-à-dire les moyens de poursuivre, de traquer, d'arrêter les terroristes. Mais est-ce que la garantie d'un succès sur le terrain, finalement, n'est pas aléatoire compte tenu des difficultés économiques actuelles des uns et des autres? Oui, ce que vous dites est pertinent, mais vous me permettrez de rebondir sur ce qu'on dit tantôt, mais de
collègues ou amis sur ce plateau, c'est qu'il faut reconnaître quand même l'Union africaine a des compétences en matière de paix et de sécurité, notamment à travers sa commission paix et sécurité et le protocole portant création de celle-ci, notamment l'article 21 de ce protocole additionnel. Maintenant, pour fermer cette parenthèse et revenir à votre question, il faudrait reconnaître que globalement, les États n'ont pas les moyens. C'est là où la dimension continentale est pertinente, de mon point de vue. Même le G5 Sahel ne peut pas. Parce que si vous regardez dans le G5 Sahel, vous n'avez pas le Nigeria. Or, dans le ventre mou du Nigeria, figure Boko Haram, dans une certaine mesure. Et c'est là où, de mon point de vue, la nouvelle stratégie proposée par le président Kagame et qui devrait être actée par les chefs d'État, de mon point de vue, de pouvoir prélever 0,2% des transactions à l'importation, ça c'est intéressant parce que les 25% vont être destinés à financer le fonds pour la paix et la sécurité, notamment la lutte contre le terrorisme en Afrique. Et puis avec la force en attente de l'Union africaine dont je parlais tout à l'heure, parce que de toute façon, les trois pays-là, pas que ces trois pays d'ailleurs, toute la CEDEAO aujourd'hui n'est pas en mesure de combattre le terrorisme. Et donc, avec la force de l'Union africaine en attente qui a aujourd'hui à sa tête le général Sékou Konaté et tout, mais le problème c'est que cette force en attente tarde à se mettre en place. Moi je pense qu'à partir du moment où cette force sera opérationnelle, tout, parce que c'est bien de signer des conventions judiciaires, tout, mais vous avez le temps de les signer si vous êtes déjà en paix. Moi, je pense qu'il faut déjà avoir une armée assez forte pour combattre. Merci, M. Karamo. Moi, je veux bien que les vœux incantatoires soient une réalité, sauf que l'Union africaine peut la doter de l'instrument juridique que vous voulez, elle n'a pas les moyens, elle n'en a pas les compétences, et les États ne lui ont pas donné. Elle est en train, ça fait juste 15 ans qu'elle est en train, et donc elle est toujours en train. Et que j'aurais fini, et que les 5 pays membres du G5 Sahel décident, eux, de faire, dans le cadre d'une coopération renforcée, un mécanisme entre eux pour une coopération, parce que c'est les pays qui sont en première ligne, et donc vous avez difficilement une pénétration au-delà du Sahel quand vous ne passez pas par 5 pays-là. Et que 5 pays se disent, nous sommes mine de rien le mur de protection du continent africain, et que si le mur de protection cède, tout va céder. Et comme nous avons des problématiques qui sont proches, nous avons des situations de développement et donc des terrorismes qui sont proches, il est normal que nous développions un mécanisme de coopération qui nous est propre, en sachant que vous avez difficilement une infiltration au Nigeria si vous ne passez pas par le Tchad. Et donc, je dis, mais de côté, les problèmes endogènes, intrinsèques à la situation nigériane, mais vous avez en tout cas ce qu'on a appelé AQMI, donc qui est une excroissance du GSPC algérien et de toute la région d'Israël, vous l'avez difficilement si ces 5 pays-là ne cèdent pas. Et donc il est normal de mon point de vue qu'un cadre de concertation et de coopération renforcé entre ces pays-là protège de mon point de vue tout le reste de la région. Merci Djemal. Mais ce n'est pas suffisant. Merci messieurs. Nous allons à présent marquer une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de l'Africa Newsroom.